La Syrie est la nouvelle porte par laquelle vont rentrer dans les prochains mois et années les grands bouleversements qui vont impacter le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ce qui s'y passe actuellement est la phase finale de la dernière révolution arabe à être encore active. Les autres ont terminé leur course plus tôt. Bahreïn, le Maroc et l'Algérie y ont échappé de justesse. La Tunisie et l'Égypte sont revenus au despotisme et à la misère. La Libye et le Yémen se sont divisés en deux et la Syrie connaîtra le même sort. Personne jusqu'ici n'a fourni de véritables explications des trois énigmes attachées à ces révolutions arabes. Leur génération spontanée, leur propagation fulgurante et leur chute entre les mains de l'islamisme politique qui n'a joué aucun rôle dans leur déclenchement. Nous allons essayer de le faire pour les deux premières, c'est-à-dire apporter des réponses à ces deux énigmes, la génération spontanée et la propagation fulgurante. Les pays arabes avaient toutes les raisons d'entrer en révolution avant 2010, comme l'a fait par exemple l'Algérie en octobre 88, mais elles ne l'ont pas fait. Peut-être même que l'expérience algérienne est pour quelque chose dans leur retardement, ayant débouché en fin de compte sur l'islamisme, une longue décennie de sang et de destruction. L'étincelle est partie en décembre 2010 d'une petite ville tunisienne où une gardienne de la paix, policière, avait malencontreusement giflé un jeune vendeur ambulant et confisqué sa charrette. Étouffé par la rage dans une Tunisie tenue d'une main de fer par un régime policier intraitable, il mit le feu à ses vêtements sur la voie publique et décéda des suites de ses blessures. Il s'appelait Mohamed Bouazizi. Avant Bouazizi, il y avait eu en Tunisie et dans tous les pays arabes des émeutes durement réprimées et des suicides pour une raison ou une autre. La révolte de la jeunesse algérienne en octobre 1988, au cours de laquelle il y a eu plus de morts que pendant toute la révolution tunisienne, n'a entraîné aucun remous dans son sillage. Pourquoi ce pays et ensuite le monde arabe ont-ils basculé cette fois-là, comme si Bouazizi avait été l'unique victime de l'injustice en Tunisie et l'unique opprimé dans le monde arabe? S'il avait suffi d'un suicide pour faire chuter d'une seule traite une demi-douzaine de despotes, cette espèce aurait disparu depuis longtemps. Sans dire qu'en terre musulmane, le suicide n'a aucune valeur exemplaire et qu'il est tenu pour un péché inexpiable. Ceux qui, à la suite de Bouazizi, ont pensé qu'en mettant le feu à leur corps, ils déclencheraient des événements historiques, sont morts pour rien. Faute d'être arrivés à expliquer la génération spontanée de la révolution des jasmins, Tunisia, et son extension rapide à un grand nombre de pays arabes, les observateurs et les analystes politiques à travers le monde se sont rabattus sur des métaphores pour leur trouver un semblant de rationalité. Ils ont parlé d'effet papillon, d'effet domino, d'effet boule de neige, etc. Mais il en est un effet dont personne n'a fait état jusqu'ici, alors qu'il convient le mieux. C'est l'effet Kidamus. C'est une expression par laquelle on veut signifier qu'un individu dans la foule peut, à son insu et par suite d'un acte donné, se retrouver à l'origine d'événements aux conséquences gigantesques. On est toujours dans l'irrationnel, mais convenons que même si Archimède vivait parmi nous, il aurait donné sa langue au chat. Personne n'a avancé d'arguments expliquant comment les événements se sont enchaînés, car aucune coordination n'est apparue dans leur simultanéité. C'est une alchimie qui a pris on ne sait comment et qui semble relever de la magie plus que des sciences humaines. Pour ma part, je suis allé chercher du côté de la physique et de la psychanalyse pour trouver une rationalité dans cette propagation à la vitesse des grands incendies. La physique nous apprend en effet qu'il existe une constante universelle nommée loi de la synchronisation. Et cette loi explique, dans certains cas, l'inexplicable, c'est-à-dire ce qui n'est pas régi par le principe de causalité. Ce n'est pas suffisant, car par trop démesuré, mais c'est mieux que rien. Carl Gustav Jung est un psychiatre qui, aux côtés de Freud, a mis au point la science psychanalytique. Mais il s'est séparé de lui pour s'orienter vers un autre domaine d'intérêt, celui des sciences humaines et non plus des individus, devenant ainsi un philosophe de l'histoire
qui a aidé à comprendre plusieurs énigmes de l'histoire en introduisant la notion d'inconscient collectif dans celle qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'énigme. Dans les années 1930, Jung a consacré un livre à une de ses découvertes psychologiques qu'il a baptisée synchronicité. Cette notion, qui a été rejetée par la communauté scientifique de l'époque en raison de sa faible valeur expérimentale, est de nature à expliquer, à éclairer la simultanéité constatée dans le déroulement des révolutions arabes. Le grand psychiatre suisse l'a défini comme, je cite maintenant le paragraphe de Jung, du livre de Jung, l'occurrence simultanée d'au moins deux événements improbables qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Un événement synchronistique a un tel degré de signifiance pour la personne qu'elle s'en trouve transformée. L'événement repose sur des fondements archétypiques. L'archétype est un complexe psychique autonome siégeant dans l'inconscient des civilisations à la base de toute représentation de l'homme sur son univers tant intérieur qu'extérieur. Fin de la citation. Cette théorie, révoquée en doute pour sa proximité avec la mystique, comme on en fit alors le reproche à Jung, prend tout son sens dans notre contexte. L'inconscient des civilisations existe bel et bien, et Jung a bien raison de le dire. Un acte à un bout d'une civilisation peut miraculeusement produire des effets psychiques et physiques similaires à l'autre bout de cette civilisation. C'est, en psychologie, le pendant de l'effet papillon en météorologie.